Les grandes gueules Moyen-Orient, numéro 4. Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver en compagnie de nos grandes gueules. À Tel Aviv et à Paris, ce soir, nous allons débattre des sujets suivants. Joe Biden, enfin président. Oui, mais de quelle Amérique? L'intrusion dans le Capitole nous a montré l'image d'un pays malade, divisé. Peut-on même parler d'un chaos américain? Ce sera le débat des grandes gueules. Des images qui nous en rappellent d'autres, les gilets jaunes en 2018 qui saccageaient l'Arc de Triomphe. Alors est-ce le déclin de nos démocraties occidentales? Et que craindre pour 2022? Gilbert Collard, député européen Rassemblement National, passera le grand oral des GGM. Et même jusqu'en Israël, le président Rivlin appelle les citoyens à ne pas céder aux divisions. Pourtant ici, ça bouillonne chaque samedi soir devant la résidence de Netanyahou. La démocratie israélienne est-elle à bout de souffle? On en parlera. Enfin, pendant qu'en Israël, les vaccins modernes arrivent, vous venez d'entendre à l'instant Yuli Edelstein. En France, la vaccination des plus de 75 ans commencera le 18 janvier. Annonce ce soir de Jean Castex. Et d'ici là, les leaders d'opinion se font vacciner pour l'exemple. C'est le cas du professeur René Friedman et il sera avec nous. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à nos grandes gueules, bonsoir Nemi Aliwa. Je salue nos grandes gueules tel-aviviennes de ce jeudi soir. Shraga Bloom, bonsoir, journaliste. Amir Badran, avocat, bonsoir. Bonsoir. Nos grandes gueules à Paris, Véronique Jeuneste, bonsoir, actrice, merci d'être avec nous et bienvenue dans nos grandes gueules. Bonsoir également à Laurent Geoffrin, président du mouvement Les Engagés. Merci mon cher Laurent d'être avec nous également en cette première semaine. Bienvenue dans le débat des grandes gueules. Alors, si vous étiez avec nous hier soir, nous avons vécu ensemble et en direct à peu près à la même heure ces images qui nous venaient tout droit de Washington, celles d'un Capitole pris d'assaut. On en oublierait presque que Joe Biden est désormais le président des États-Unis. Alors, le jour d'après, l'Amérique se relève-t-elle malade? Pour faire un état des lieux, nous allons retrouver Marie Gentric en direct avec nous de Washington. Marie, ce sont des États bien désunis qui se réveillent aujourd'hui. Oui, tout à fait. Des États bien désunis. On peut dire bien que l'ambiance est assez morose ici à Washington DC. Alors le calme est revenu. Autant on peut dire que c'était vraiment une ville fantôme cette nuit. Il y a un couvre-feu qui est entré en application à 18h hier soir, qui est resté en vigueur jusqu'à 6h du matin. C'était vraiment une ville fantôme. Il n'y avait personne dans les rues, à part quelques voitures de police, quelques véhicules militaires et quelques journalistes. Mais c'était à peu près tout. Ce matin, on peut dire que l'ambiance est morose. Il y a beaucoup de militaires, de membres de la garde nationale, beaucoup de véhicules autour du Capitole qui se trouve juste derrière moi. Mais dans l'ensemble, malgré cette ambiance morose, on peut dire que c'est un retour au calme. Alors après, c'est vrai qu'on peut voir quand même que Washington, d'un point de vue politique, est assez bouleversé. On peut voir des démissions en cascade. On vient de l'apprendre à l'instant. Le ministre des Transports a donné sa démission. Hier, c'est la chef de cabinet de Melania Trump qui a donné sa démission. Donc on sent vraiment qu'à la Maison-Blanche, ce qui s'est passé hier marque un tournant et que Donald Trump semble plus isolé que jamais. Merci beaucoup Marie Gentric en direct avec nous depuis Washington. C'est avec vous hier d'ailleurs, Marie, que nous avons découvert ces images, si vous étiez avec nous, dans les grandes gueules. À l'instant, Joe Biden dénonce une horde terroriste et l'un des jours les plus sombres de l'histoire américaine. C'est également votre point de vue, Shraga Bloom? Bon, je ne dirais pas jusque-là. On est tous d'accord pour dire que ce qui s'est passé hier soir, c'est inadmissible. Même en voyant les images de Washington d'ici, on constate que c'était vraiment des images qui font frémir. Ceci dit, moi je voudrais pas jeter l'eau de Trump prendre Trump, le bébé Trump avec l'eau du bain, en disant que c'est un règne qui finit mal, mais personnellement, j'ai trouvé que la présidence de Trump n'aura pas été aussi négative que ça, ni pour les États-Unis, ni pour Israël d'ailleurs. Vous préférez vous souvenir du Trump des accords d'Abraham que le Trump des derniers jours. Tout à fait. Il ne faut pas oublier non plus, et je voudrais quand même le préciser, c'est que ceux qui barricadaient les vitrines pendant la campagne électorale, c'était ceux qui avaient peur d'émeutes du côté démocrate en cas de victoire de Trump. Et je suis sûr que
si Trump avait été reconfirmé après les diverses requêtes, il y aurait eu aussi des violences dans tout le pays. Donc, tout en condamnant fermement ce qui s'est passé hier soir et qui donne une très mauvaise image du Parti républicain et des partisans de Trump, je pense que ça restera effectivement une image indélébile, mais je ne jetterai pas... Vous ne jetez pas tout le bilan de Trump. Voilà, Shraga Blum, les États-Unis ont toujours été en quelque sorte... Shraga Blum, c'est bon. Pardon, Amir Badran. Les États-Unis ont toujours été la lumière, entre guillemets, des démocraties occidentales. On a vu un terrible exemple hier soir. Oui, c'est vrai, c'est pas forcément un terrible exemple, mais ça reflète un peu le cas de la société américaine ce jour-ci. Et puis pour reprendre un peu ce que votre invité vient de commencer de dire, ce n'est pas que ça a seulement fini mal, mais ça a vraiment commencé très mal avec Donald Trump. Ça a commencé très mal parce que dès le départ, du premier jour dont il a commencé cette élection, cette campagne électorale, il a commencé à faire des mensonges et des conspirations. Ça a commencé avec Pour Obama. Le résultat, ce qu'on a vu hier, c'est le résultat de Catherine Trump. Ça avait commencé avec Obama lorsque Trump disait qu'en fait il n'était pas né aux États-Unis. Ça a continué même lorsque Obama a fait montrer son acte de naissance, il a dit qu'il était falsifié, et ça a continué tout au long de ces 4 ans. En fait, on a été il a mis le monde dans un drôle d'état où le fake news devient le news et le politically correct n'existe plus. Plus on est malhonnête, plus on est direct, blessant. En gros, c'est le mauvais exemple. Et dirigeant modèle. Laurent Geoffrin à Paris, est-ce qu'aujourd'hui c'est l'Amérique qui doit avoir honte de ce qui s'est passé ou alors l'Occident tout entier ? C'est déjà l'Amérique, ça s'est passé aux États-Unis quand même. Il faut bien voir qui sont les gens qui ont fait ça. C'est pas l'ensemble de l'électorat de Trump, hein, c'est la pointe la plus extrême. Ce sont des gens qui sont violents, qui pratiquent l'illégalité, qui pratiquent le mensonge, qui se promènent avec des drapeaux de la Confédération du Sud, donc ce sont des racistes au fond, et ils sont pour la suprématie blanche, et ils ont divers autres attributs qui nous conduisent, en tout cas vus d'ici, à les appeler par leur nom. Ce sont des fascistes. C'est une phalange fasciste qui a essayé, par l'intimidation et la force, de renverser un résultat électoral légalement obtenu selon toutes les instances légales américaines, y compris celles qui sont détenues par des républicains. Donc ce sont des gens qui nient la démocratie, qui nient le suffrage universel, et qui, à partir d'une théorie complètement bidon et farfelue, selon laquelle il y aurait une tricherie massive, ce qui a été controuvé par tous les gens qui sont responsables des élections aux États-Unis, mais Trump a continué à maintenir cette thèse, et qui, à partir de cette thèse fausse, erronée, mensongère, sont allés faire pression sur le Congrès américain, qui est le sanctuaire de la démocratie américaine, qui est un symbole mondial. Justement, ce sanctuaire a été souillé. Je voudrais juste qu'on voit, avant de vous donner la parole, qu'on voit ces images. Parce que Laurent Geoffrin, vous dites que c'est une frange, justement, de cette population américaine. On espère que ce ne sont pas toute la moitié des États-Unis. Parce que regardez, parmi ceux qui étaient là hier, on voyait certaines personnes qui portaient des polos ou des t-shirts marqués « Camp à Auschwitz ». Un autre, on va voir cet autre t-shirt, cette fois-ci c'est avec un message. Vous voyez 6MWE. Et là vous allez me demander qu'est-ce que ça veut dire. Eh bien en fait c'est 6 millions weren't enough. Ouais. 6 millions, ce n'était pas assez. Véronique Jeunesse, on peut avoir peur quand on voit qu'en fait c'était ça hier, ceux qui sont rentrés dans le Capitole. Mais oui, mais ce sont des fascistes, oui, je vous le dis. Ce sont des fascistes, oui. Moi, de toute façon, il y a des groupes néo-nazis dedans. Certainement, oui. Je n'ai pas dit ça. Non, Heureusement, il y a quelques républicains qui ont gardé un minimum de décence et qui ont admis que les élections s'étaient passées correctement. Et que, en plus, il y a quand même une chose extraordinaire sur Trump. C'est une défaite totale qu'il a subie, quand on regarde bien. Il a été battu très largement dans l'élection présidentielle. Et deuxièmement, il perd la Géorgie, qui est un bastion républicain, au profit de 2 candidats démocrates
L'un est noir et se réclame de Martin Luther King, et l'autre est un jeune homme assez peu connu, en fait. Et donc, ce républicain qui devait être élu a été battu. Et ce qui fait que les républicains ont perdu la présidence, ils ont perdu la Chambre des représentants, et ils ont perdu maintenant le Sénat. Ce qui permet à Biden de gouverner plus à son aise. Donc voilà, et donc, ça c'est ce qui s'est passé. Mais moi je vous interroge sur ce qui s'est passé devant. Véronique Jeunesse, vous avez assisté comme nous hier soir à ces images dramatiques. Ouais. Bah alors moi, je suis pas très férue des États-Unis et de la politique américaine. Et je veux dire que j'aurais été un Américain, on doit vanter entre Biden et je trouve que le choix était quand même de ce que moi je sais des deux, le choix aurait été vraiment pour moi cornélien. Je me serais probablement abstenue. Mais en tous les cas, moi, je trouve que je suis pas tellement. Je suis finalement pas tellement étonnée, parce qu'il y a toujours des franges de gens violents. Je suis un petit peu plus, moi, inquiète sur la démocratie mondiale, parce que je trouve que ce phénomène, on le retrouve quand même dans beaucoup de nos sociétés, maintenant, que ce soit d'ailleurs en Israël. Je veux dire, ce déni de vote. En France, on entend tout le temps des gens dire « mais notre président n'a pas été élu au suffrage ». Enfin, il y a eu très peu, il a été élu avec très peu de gens. Ce qu'ils oublient, c'est que la démocratie vous donne le droit d'aller voter, que personne ne va plus voter. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train, est-ce qu'on ne devrait pas remettre en question toutes ces choses-là, se dire que s'il y a un vrai problème fondamental, il faut en parler, que peut-être que l'expression du vote américain n'est peut-être plus de nos jours assez forte pour être la représentante de tous les Américains, que c'est peut-être trop divisé. Donc que ça fasse un petit peu tache d'huile en quelque sorte. Et que en fait, les réseaux sociaux ont un petit peu rassembler tous ces gens qui sont tellement différents du nord au sud et de l'est à l'ouest, que est-ce que notre démocratie ne devrait pas se poser des grosses questions sur les modes de scrutin, sur voilà. Moi, j'ai plus peur pour notre démocratie que pour des épiphénomènes comme ça, qui malgré tout restent des épiphénomènes. Je voudrais réagir malgré tout, même si c'est grave, même si des gens sont morts, ça reste des épiphénomènes. Je voudrais réagir sur ce qu'a dit M. Badrin. Vous avez raison que le mandat de Donald Trump a mal commencé, mais pas pour les raisons que vous dites. Parce que dès le début, dès son élection, il a été estampillé du sceau d'illégitimité par les démocrates, par les médias, par l'Union européenne, par les Français. Comme Hollande, comme Sarko, comme tout le monde. Et donc, pendant tout son mandat, il a subi des attaques de toutes parts. Et quand vous dites qu'il a créé le chaos dans le monde, je m'excuse. Enfin, je m'excuse pas du tout. Au contraire, je dis que on reconnaîtra un jour que la politique de Trump, notamment au Moyen-Orient, a été infiniment plus efficace et meilleure que celle de Barack Obama, qui a créé le chaos. Pour qui elle était meilleure, plus efficace? Pour qui? Signer des traités de paix, vous trouvez que c'est pas efficace? Entre Israël et le Bahreïn, entre Israël et les Émirats, écoutez, Barack Obama, il a sanctifié l'Iran. Oui, c'est pas mal. Donald Trump lui a barré la route. Alors, on oublie tous les 4 ans. Et on va avancer. Alors, on oublie tous les 4 ans de. Non, je dis pas qu'on oublie tout. De Monsieur Trump. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit au début. Il a sémé le bordel un peu partout dans le monde. Et on lui retient les accords d'Abraham. Ne soyez pas vulgaire. Le bon sens de Trump était infiniment plus efficace que la classe soi-disant de Barack Obama, qui était intellectuelle et qui a semé le chaos. J'aimerais revenir sur la réflexion de Véronique Jeunesse, qui disait au fond, c'est le fond de sa pensée, est-ce que c'est en train de faire tache d'huile sur les autres démocraties? On va en parler maintenant avec notre invité du grand oral des Grandes Gueules Moyen-Orient. Et c'est Gilbert Collard, député européen Rassemblement National, qui est notre invité. Bonsoir Gilbert Collard. Pas ça. Bonsoir Gilbert Collard, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, c'est parfait. Merci d'être avec nous. Peut-être d'abord une question. Marine Le Pen a pris beaucoup de temps avant de reconnaître la victoire de Joe Biden. Elle a même attendu ce matin. Pourquoi une reconnaissance maintenant du bout des lèvres? Je suppose qu'elle devait, par juridisme, attendre la certification constitutionnelle, ce qu'on doit tous faire. Hein. Si on met de côté la passion visible dans votre émission, qui s'explique difficilement du reste au sujet de Trump, avec des anathèmes contre lui ou des félicitations excessives dans les deux cas, hein, parce que Trump n'a pas été un mauvais président.
ni au plan national, ni au plan international, même si on peut lui reprocher des comportements, un verbe parfois excessif. Hein. Il a au moins eu le mérite, et moi c'est le seul mérite que je lui reconnais, hein, c'est d'avoir emmerdé le système. Voilà. Moi personnellement, je suis désolé, mais quand on dérange le système, ça me fait plaisir. Voilà. Bon, cela étant dit, je reconnais qu'il peut, par ses excès, déranger. Voilà. Et maintenant, vous perdez quoi aujourd'hui alors? Vous perdez un allié? Vous perdez une figure de proue? Mais je m'en fous. Moi, je n'arrive pas à comprendre l'énervement que Trump peut vous causer. Biden ou Trump, ils feront les intérêts des États-Unis. Pardonnez-moi, Arrêtez, c'est pas un énervement, c'est une foule qui s'est jetée hier sur le Capitole. Pardonnez-moi, mais il y a quand même une raison de cet énervement. Attendez. Si vous permettez, il s'agit de savoir de quoi vous me parlez. Si vous me parlez de la foule, on parle de la foule. Si vous me parlez des réactions à l'égard de Trump, on parle des réactions à l'égard de Trump. Ayez l'honnêteté rhétorique de ne pas tout mélanger. Bon, je vous en prie. Voilà. Maintenant, si vous voulez qu'on parle de la foule qui s'est jetée hier sur le Capitole, je vous dirais que je trouve ça tout à fait scandaleux et tout à fait condamnable. Mais je suis étonné, si vous voulez, tout à l'heure, j'entendais Laurent Geoffrin. Bon, je me dirais, moi je suis habitué à ces litanies, hein, dire qu'on a affaire à des fascistes. Il y a sûrement des fascistes là-dedans. Sûrement. Il y a en tout cas une majorité de cons. Alors, on est d'accord. Aucun doute. Parce que vraiment, il faut être con pour essayer d'entrer de force dans ce qui est l'édifice, hein, de la démocratie américaine. Mais il doit y avoir de tout là-dedans. Mais de c'est tout, difficile de d'intervenir. tout et de Hein. Oui, c'est impossible, en fait. de tout. Et surtout, ce qui m'effraie, c'est qu'on, dans nos querelles quasiment idéologiques, hein, on ne prend pas en compte que peut-être il y a une souffrance d'une classe moyenne. Intervenir. Souffrance d'une classe moyenne. Laurent Geoffrin, j'entends que vous voulez réagir. Intervenez, je vous en prie. Oui. Oui. Bon, Je maintiens que la plupart des gens qui ont fait irruption. Vous m'entendez ou pas? Oui, il t'entend. Oui, on vous entend. Oui. Bon. Je maintiens que ceux qui ont fait irruption dans le Capitole contre toutes les règles de la démocratie américaine ont une connotation fasciste évidente. Il suffit de regarder les emblèmes, les slogans, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils veulent faire, Oui, etc. C'est une manière d'intervenir par l'intimidation contre un vote. Oui, d'accord, mais je n'ai pas fini de parler là. Et donc, vous essayez de noyer le poisson en disant il y a des fous, il y a des cons, etc. On peut être fou ou Non, je con, vais des noyer le fascistes, poisson. ça existe. Pourquoi Là, ça converge. Et la deuxième chose, c'est que je remarque effectivement que c'est le Rassemblement national qui a été le meilleur défenseur de Trump en France. Et il ne faudrait pas qu'il se défile maintenant. Alors, on n'a pas le droit de défendre Trump. En disant, mais non, on s'en fout, c'est pas grave, etc. Et donc, vous êtes des soutiens. Vous êtes des soutiens. On n'a pas le droit de défendre Trump. Convaincus, fiévreux de Donald Trump. Il faut le savoir. Voilà. Véronique Jeunesse. On n'a pas le droit. Vous avez le droit, mais j'ai le droit de le dire. Moi, ce que je trouve un petit peu hallucinant. On a le droit, mais j'ai le droit de le dire. Véronique Jeunesse. Ce que je trouve un petit peu hallucinant. Ce que je trouve un petit peu hallucinant dans tout ça, c'est que quand on voit les signes que portaient les gens dans cette agression du Capitole, j'ai du mal à faire avec un Trump qui est l'ami d'Israël. Comment tout à coup on peut se retrouver avec des gens qui sont pro-Trump et qui ont ce genre de... c'est moi, tout ça m'interroge, parce que c'est quoi en fait... Gilbert Collard. Moi, si vous voulez... Pardon, je suis j'ai pas entendu. Je suis persuadé. Oui, mais alors pourquoi les gens pro-Trump se retrouvent avec des signes comme ça? C'est quand même très bizarre, moi je trouve. Pourquoi les gens... Moi, si j'aime Trump et que Trump est complètement pour Israël et pour les Israéliens... C'est le paradoxe. Pas moi avec un t-shirt antisémite. Hein. Gilbert Collard. C'est quand même très bizarre, quoi. Oui, les gens sont très cons. D'abord, si je peux, je revendique pour toute personne, sans qu'elle soit stigmatisée, censurée, anathémisée, le droit de dire j'ai de la sympathie pour Trump, même si vous n'en avez pas.
On a quand même le droit encore d'avoir une opinion Tout le monde a le qui n'est droit pas de- celle de l'autre, sans se faire insulter. Mais ou- qui vous ou- l'interdit ou cataloguer. Mais qui vous l'interdit? Vous plaisantez, vous mais c'est- essayez non, mais de passer monsieur pour une Geoffrin l'a victime, fait c'est tout à l'heure. ridicule. C'est pas Vous avez le droit de parler comme Monsieur moi, c'est Geoffrin pas l'a pareil. fait tout à l'heure. Non, monsieur Geoffrin l'a Qu'est-ce fait que tout je à l'heure. vous ai Et critiqué, Trump, excusez-moi. Non, Je suis non. désolé. Cette émission Non, s'appelle Les Grandes Gueules, on n'a pas le droit de vous critiquer. C'est quand même étonnant, ça. Non. Je finis. Trump a installé l'ambassade des États-Unis et il a bien fait. Et on devrait tous le faire à Jérusalem. Et on devrait tous le faire. Et je voudrais connaître l'opinion de M. Geoffrin et des autres là-dessus. Moi, je suis pour qu'on installe l'ambassade de France à Jérusalem. Je l'ai dit dès le début. Alors, j'ai du mal à voir des gens derrière lui qui seraient des Amir antisémites. Badran, vous êtes d'accord, vous, Amir Badran? Il peut y en avoir, bien sûr. Il peut y en avoir. Oui, mais on vous les a montrés. Non, on les a montrés. c'est Amir ça qui- Badran. c'est Non, mais ça ça- qui Mais ça m'intéresse. n'existe pas. Non mais évidemment, ça permettez-moi, n'existe pas. Amir Badran, permettez-moi de vous dire, un mot là-dessus. C'est comme l'élection Permettez-moi de vous dire un mot là-dessus. Trump a C'est vrai gagné et que c'est Biden a étrange. perdu. C'est Amir Badran. Écoutez, messieurs, moi je vis à Tel Aviv-Jaffa. Oui. Et l'ambassade américaine est toujours là à Tel Aviv-Jaffa. Elle fonctionne toujours. Elle fait toutes les démarches de pareil, presque pareil comme il y avait, comme la veille que l'ambassade soi-disant a été transférée à Jérusalem. Donc arrêtez de nous donner ces soi-disant paroles comme si Alors, bon, donc- les choses ont changé. Les choses n'ont pas changé. Si on a besoin de faire ça pour faire de la propagande, qu'elle soit proche pour le Proche-Orient, qu'elle soit soi-disant pro-juif, je suis d'accord, mais ce n'est que de la propagande. Ce n'est que de la propagande. Son adresse officielle. L'adresse, on s'en fout. Moi, je voudrais. Je veux dire qu'on peut quand même pas. Moi, je ne sais pas si les coups de tampon sont donnés à Tel Aviv ou à Jérusalem. Hein. Bon, C'est pas uniquement les coups de tampon, c'est Mais non, tout, mais- c'est tout le ayez- service, ayez, s'il vous c'est plaît, tout la le courtoisie service de qui me est à Tel Aviv. Mais c'était la Il y a déclaration la courtoisie officielle, c'était le symbole aussi de Gilbert mettre Collard. l'ambassade. Ah bon, vous voulez parler de l'ambassade symbole Jérusalem. alors Parlez de symbole. Voilà, Et- c'est le symbole. Il y a vous savez, c'est pas facile Oui, pour c'est nous parce sympa. qu'on n'est pas dans le studio, donc Bien il faudrait sûr, je vous en que prie. et la courtoisie de nous laisser parler quand on parle. Voilà, bon, je disais que moi je suis pas un spécialiste du coup de tampon, hein, donc je ne sais pas si les coups de tampon sont donnés à Tel Aviv ou Jérusalem, mais admettons que mon interlocuteur, que je n'ai pas le plaisir de connaître, ait raison. Il y a quand même, du point de vue symbolique, quelque chose de colossal. On devrait au moins, même si on déteste Trump, le reconnaître. Et on devrait aussi savoir quelle est la position des uns et des autres sur la question de l'ambassade. Moi, j'aimerais savoir ce que les uns et les autres pensent. Oui, mais c'est Je pas- trouve anormal Pas sujet, moi, que hein, je suis l'ambassade désolé, de hein. France ne soit pas à Jérusalem. Il faut y aller. Sraga Blum. Il faut y Vous aller. voulez alors- dire un mot? D'abord, je voudrais parler au niveau du C'est symbole, possible. vous avez raison. Et je voudrais dire aussi à M. Collard, vous avez tout à fait raison, parce que vous me faites penser un peu à Trump, finalement, Y aller. qui est d'être aussi un peu à contre-courant, parce que vous êtes en France, et je vous suis sur Facebook, vous avez des positions très tranchées en faveur d'Israël, ce dont je vous remercie. Et finalement, on a un peu du mal aujourd'hui à imaginer des hommes politiques qui sortent du politique correct, qui font une politique qui est en dehors de celle qu'on attend. Et c'est aussi peut-être ça, cette défiance qu'il y a envers les démocraties que peut noter, que Mme Jeunesse a noté tout à l'heure. Il y a peut-être une crise mondiale au niveau de la défiance qu'ont les populations envers leur personnalité élue. Et ça rejoint aussi la campagne électorale, ça rejoint les accusations de fraude. Et M. Geoffrin, je ne suis pas d'accord avec vous du tout quand vous dites que tout s'est passé de la plus grande légalité. Il y a eu des fraudes, il y a eu des zones Non. d'ombre énormes. On va Et- pas refaire tout le débat parce qu'on l'a fait déjà Il y a hier. des dizaines de On va tribunaux marquer qui une ont- petite pause, qui si ont- vous voulez bien les qui ont uns les donné autres. des verdicts On va contre marquer ça. une petite pause. Merci infiniment Gilbert Collard d'avoir été avec nous. J'espère que vous pourrez redire un mot Merci. en seconde partie d'émission. On marque une petite pause et dans quelques instants, nous allons continuer à parler de la situation, mais également ici en Israël, avec il y a une demi-heure tout juste, les annonces de Benjamin Netanyahou que nous écouterons ensemble sur i24 News. Et puis, pendant qu'Israël plonge ce soir dans le confinement renforcé, la France se cherche des leaders qui se vaccinent en direct. Nous aurons René Friedman avec nous. Les grandes gueules Moyen-Orient avec vous tous les soirs entre 20h et 21h sur i24 News avec Tom tous les soirs à mes côtés, Noémie Aliwa, ce soir Shraga Blum, Amir Badran, à Paris Véronique Jeunesse et Laurent Geoffrin
qui sont également avec nous. Juste avant la pause, on a parlé de la situation aux États-Unis et ce chaos que nous avons découvert ensemble en direct avec ses conséquences. On va parler maintenant de nos inquiétudes ici, au pays de Bibi. Que ce soir, Israël plonge dans un tour de vis supplémentaire dans son confinement et au même moment, Benjamin Netanyahou s'exprime, c'était il y a une demi-heure tout juste, au sujet de la vaccination en Israël et des avancées. On écoute. Citoyens d'Israël, ces dernières semaines, j'ai eu 17 conversations avec mon ami, le directeur général de Pfizer, Ander Boula, et la dernière conversation a eu lieu cette dernière journée. Ce soir, je suis ému de vous annoncer une percée formidable, une percée qui va nous faire sortir du coronavirus et va nous ramener à la vie. Nous serons le premier pays qui sort de la pandémie. Et l'accord que j'ai amené avec Pfizer nous permet de vacciner tous les citoyens d'Israël de plus de 16 ans d'ici la fin du mois de mars, et peut-être même avant. Donc nous allons vacciner toute la population concernée et tous ceux qui le souhaiteront pourront être vaccinés. Cette opération de vaccin historique s'appellera Retour à la vie. Et ces prochains jours, nous allons publier l'ordre des vaccins selon l'opération Retour à la vie. Le premier avion est censé arriver dès dimanche et il y aura d'autres atterrissages en file. Selon l'accord avec Pfizer, nous avons décidé qu'Israël serait un État modèle, un modèle mondial de vaccination rapide de tout un État. C'est pour cela que nous avons avancé l'arrivée des vaccins et nous avons même augmenté leur quantité. Israël partagera avec l'État Pfizer, et avec toute l'humanité les données statistiques qui permettront de développer des statistiques pour vaincre le coronavirus. Nous pouvons faire cela parce que notre système de santé est parmi les plus modernes au monde. Nous sommes vraiment une lumière pour les peuples. Et d'ici les prochaines fêtes de Pessah, nous pourrons, avec l'aide de Dieu, fêter le Seder ensemble autour de notre table familiale avec parents, grands-parents, enfants et petits-enfants. Et lorsque nous poserons les questions traditionnelles, qu'est-ce qui fait que cette nuit est différente des autres? La réponse sera: tout a changé. Cette nuit, nous sommes tous autour de la table. Et grâce à cette opération Retour à la vie, nous allons pouvoir ouvrir l'économie, retrouver nos emplois, nos synagogues, nos restaurants, nos pubs, nos stades de football et de basketball, revenir à nos manifestations culturelles qui nous manquent tant. Mais pour que tout ceci puisse avoir lieu, nous ne devons pas oublier un seul instant que la pandémie continue à flamber dans le monde et les mutations et variantes britanniques et autres nous amènent à un troisième confinement avec des summums de mortalité. Mais nous sommes à un doigt de la victoire et pour cela nous devons faire un dernier effort et donc je vous appelle tous à respecter les règles du confinement dans tous les secteurs sans exception. Nous allons nous aider les uns les autres, nous allons respecter les règlements parce que le virus ne fait pas de différence entre nous. Nous ne devons pas non plus faire de différence entre nous. Tous, comme un seul homme, devons faire cet effort ultime et très bientôt, d'ici la fin du mois de mars, grâce à cette opération Retour à la vie, tous les citoyens d'Israël pourront être vaccinés. Nous pourrons nous reprendre les uns les autres dans les bras. Nous pourrons revenir à la vie. Merci beaucoup. Et maintenant, le ministre de la Santé. Benjamin Netanyahou qui s'est exprimé il y a un petit peu plus d'une demi-heure maintenant et que nous allons découvrir sur i24 News cette intervention sur l'avancée et des vaccins. Amir Badran, vous êtes fier d'Israël quand vous voyez qu'on est l'un des pays les plus avancés aujourd'hui en matière de vaccination? Écoutez, certes, avoir le vaccin, un des pays
des premiers pays au monde, c'est très bien, on ne peut pas le nier. C'est très bien aussi qu'il y a déjà, comme on l'a entendu dans ce reportage, qu'il y a déjà plus de 60%, 70% des gens de l'âge de plus de 60 ans sont déjà vaccinés. Ceci dit, il faut comprendre qu'on est loin de donner cette image rose et bonbonnière. C'est-à-dire que il faut comprendre. J'attendais le mais. Il faut comprendre. C'est quoi la il faut comprendre que déjà. Je sais pas ce qu'il vous faut. Je sais pas ce qu'il vous faut. Ben je veux dire, la société déjà, il y a les ultra-orthodoxes, il y a la société arabe qui sont loin d'être vaccinés comme il le faut. Ils sont très loin de ces chiffres de 70%. Deuxièmement, il faut comprendre que l'arrivée des vaccins, que Benjamin Netanyahu était en train de pousser tous les jours et pomponner dans tous les médias, est loin d'être la preuve qu'il a vraiment avoir géré ce pays. C'est une vraie réussite ou pas? mais écoutez, vous avez posé la question, je vais vous dire. C'est loin d'être la preuve d'avoir géré le pays d'une manière responsable et d'une manière correcte. Bien au contraire, c'est-à-dire que tous les experts que se sont exprimés là-dessus dans le gouvernement israélien et dans la société israélienne peuvent le dire, que le vaccin est devenu un nouveau arsenal dans cette campagne électorale que mène Benjamin Netanyahou depuis quelques jours. Politique. Voilà. Bien sûr, la preuve, c'est que tout ce qu'il est en train de se faire, c'est pour sauver sa peau. Dans 3 mois, dans moins de 3 mois, il y aura les élections. Il a sur son dos 3 actes d'accusation. Il risque de longue prison. Et ça, il a très besoin d'avancer quelque chose comme quoi c'était le sauveur. Monsieur Badran, et ce n'est pas le sauveur. Quand Benjamin Netanyahou... Si je peux intervenir... Véronique Jeunesse, oui. Si je peux intervenir, Bien sûr. je voulais dire que vu de chez nous, vu de France, je trouve que ce discours est très est plaisant. Parce qu'il est optimiste et il donne une deadline. Il dit par exemple, en mars, on va retrouver une vie normale. Ça fait plaisir d'y croire, même s'il se trompe ou j'en sais rien. Ça fait plaisir. C'est un contraste avec le discours de Jean Castex de ce soir. Voilà. C'est ça que vous voulez dire. Mais parce que chez nous, on n'a pas ce discours-là, on n'a pas d'espérance, on nous dit pas ce genre de choses, on nous dit qu'on va prolonger l'état d'urgence jusqu'à décembre prochain, et tout à coup on voit pas le bout du tunnel. Et moi je dis que si on veut que les gens aillent vers quelque chose de positif, il faut de toute manière donner de l'espoir. Voilà, très bien. Laissez-moi répondre à M. Badran. Alors la question qu'on peut se poser après, c'est pourquoi reconfine-t-il alors qu'il y a 70% des gens fragiles qui est vacciné, dans ce qu'on nous a dit? C'est un vrai paradoxe ici. On pose quand même des questions. Est-ce que ce discours, est-ce que c'est vrai? Il y a des paradoxes. Bien. Mais moi, j'adorerais que la société française, comme ça, soit fière d'elle et que par moments, ça donne de l'espoir, parce que nous, on crève de ne pas en avoir. Merci pour ce beau message. Alors, je voudrais répondre à M. Badran sur plusieurs points. 1. Lorsque Benjamin Netanyahou a contacté à 13 reprises, je crois, le directeur, 17 reprises, oui, 13 mais et 4. Ça change de tous les jours. Laissez-moi répondre. Lorsqu'il a fait ça, il n'y avait pas d'élection prévue au mois de mars. Donc ce n'était pas électoral du tout. Maintenant, je vous dirais même plus que cela. Si Benjamin Netanyahou arrive à faire venir des millions de vaccins, à sauver des gens, juifs et arabes, je ne suis pas d'accord avec vous sur les chiffres que les arabes se font pas vacciner, pardon. S'il arrive à faire ça, c'est pas moi qui le dis, s'il arrive à faire venir des millions de vaccins et que ça lui sert dans les élections, on dit en Israël, Matov, tant mieux. Tant mieux, on ne va pas non plus faire une politique contraire. Ensuite, le fait qu'il ait je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord d'entendre tout le temps. Oui, mais comme chaque décision qui est prise, Monsieur Badran, chaque décision qui est prise par Netanyahou, on est en train de crever en tant que société. Chaque décision qui est prise par Benjamin Netanyahou depuis le début, chaque réussite, c'est oui dans les médias. Et vous, c'est pareil. Oui, mais il y a ça. Vous m'entendez la première fois, alors pourquoi vous dites que chaque fois, quand on ferme l'économie, alors on tape sur la santé. Quand on ferme sur la santé, on tape sur l'économie. C'est extraordinaire. Que Benjamin, je ne suis pas un fan absolu de Benjamin Netanyahou, mais ce qu'il a réussi à faire là, notamment par son tissu relationnel à l'étranger, par son charisme, par tout ce que vous voulez, aucun pays ne le fait. Et j'irai même plus loin en disant un autre chiffre qui n'a pas été dit. Israël est le premier pays au monde, pour le moment, dans le nombre de vaccinés sur 100 personnes, mais même
dans les chiffres de vaccination. Au total, Israël est en 3e position mondiale, derrière uniquement les États-Unis et la Chine. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis d'accord avec Véronique Jeunesse. Donc, il y a une réalité. Laurent Geoffrin, est-ce que vous enviez cette réalité israélienne, sachant que, dans quelques instants, Noémie Aliwa va nous le rappeler, les annonces faites par Jean Castex font comprendre à la France qu'il va falloir être un petit peu plus patient. Oui, enfin, il y a un confinement en Israël aussi, mais la différence porte sur les vaccins. Effectivement, je ne suis pas très fier de mon pays sur ce point. Je reconnais tout à fait volontiers. Il y a deux phénomènes. Un, l'opinion est à plus de la moitié contre le vaccin, ce qui montre une montée quand même dramatique de l'obscurantisme. Dans la mesure où il y a eu quand même des études. Pas d'accord sur l'obscurantisme, on a le droit de poser les questions. Mais pas poser les questions. On a le droit de poser les questions, mais il faut donner des réponses aussi. Ah ben voilà, on et attend les réponses. C'est qu'il y a eu des essais. Et ces essais ont été concluants. Et donc tous ceux qui continuent à dire oui, mais on n'a pas de recul, etc. Non, mais les essais, sont des gens moi je les ai lus, les essais, les résultats. Ils sont des dispensateurs de peur et qui empêchent la campagne de vaccination d'être menée à bien. Véronique Jeunesse, vous ferez vacciner ? Et c'est une erreur tragique. Je pense pas. Je pense pas. Il y a 50% de la population qui veut être vaccinée. Vaccinons-la. Mais vous ? Et les autres suivront. Pourquoi le gouvernement a été si prudent ? C'est parce qu'il a en face de lui la moitié de l'opinion qui est contre le vaccin. Mais non, parce qu'il s'est pris comme un manche. Monsieur Geoffrin, c'est la raison pour laquelle il s'est pris comme un manche. Il s'est pris comme un manche parce que justement tout est politique, parce que tout est politique et que finalement ils ont peur de la réaction politique à cause de la politique. Monsieur Geoffrin, est-ce que vous pensez, Monsieur Geoffrin, vous m'entendez ? Il y a 70% des personnes. Je suis d'accord là-dessus. Je viens de dire effectivement qu'ils ont eu tort. Monsieur Geoffrin, je vous pose une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème d'exemplarité ? Parce que lorsque les premiers vaccins sont arrivés ici en Israël, le Premier ministre et le ministre de la Santé se sont fait vacciner en public devant les caméras. Est-ce que vous pensez, par exemple, que Emmanuel Macron et Jean Castex devraient, pour montrer l'exemple à la population, se faire vacciner devant les caméras, comme ça se fait dans d'autres endroits ? Et je ne pense pas qu'ils ne l'aient pas fait parce qu'ils ont peur. Non, mais est-ce que vous pensez que ça aurait un effet sur la population Ils ont donné une raison, c'est qu'ils ont dit, ils ont dit, voilà, on a un ordre de vaccination. On commence par les gens des EHPAD, les gens les plus âgés, et ensuite on va descendre dans l'échelle des générations. Ici aussi en Israël. Ils sont plus jeunes, ils ont craint, parce qu'ils craignent beaucoup l'opinion, ils ont pensé qu'on allait leur reprocher d'avoir un passe-droit. Oui, mais maintenant, c'est plus le cas. Donc le gouvernement français est peureux. Il y a plein de gens qui se font vacciner et ils devraient y passer. Maintenant, comme les vaccins sont largement disponibles, ils devraient le faire. Voilà, c'est ça, c'était ma question. Noémie Aliwa. Non, c'est certain que ça montre que le gouvernement devrait le faire. Bien sûr, je crois qu'il devrait le faire, moi. C'est une forme de peur, c'est sûr. Une forme de peur. On verra d'ailleurs dans quelques instants avec notre prochain invité qu'il y a aussi cette question des personnalités aujourd'hui. Ça fait la une du Parisien de ce matin. Des personnalités qui se sentent obligées désormais de monter au créneau pour donner l'exemple. On en est quand même là, Laurent Geoffrin, aujourd'hui. C'est pas le gouvernement qui donne l'exemple, c'est pas Jean Castex qui va se faire vacciner. Ce sont des artistes, des comédiens qui, à sa place, va donner l'exemple. Alors que nous, ici en Israël, je vais pas dire qu'on est le meilleur du monde, mais c'est quand même le Premier ministre qui, le premier, tout comme le chef de l'État, sont allés au premier rang et se sont fait vacciner. Ils ont fait comme Moïse, ils ont traversé les eaux avant les autres. Oui. Je ne sais pas si vous êtes les meilleurs du monde, mais en tout cas, vous le dites. Non, je dis pas ça. Je n'ai pas dit ça, Laurent Geoffrin. Je n'ai pas dit ça. Je dis juste, en tout cas, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a un problème dans l'exemplarité ? Bien sûr, je suis entièrement d'accord avec vous. Là, il n'y a aucun problème. Je considère que la manière dont cette affaire est gérée, à la fois par l'opinion, par les partis, etc., est catastrophique. Et que le gouvernement s'est laissé impressionner par je ne sais quelle crainte à l'égard de l'opinion qui aurait pu penser que, etc. Donc c'est politique. Alors qu'il y avait la moitié des gens qui étaient d'accord pour se faire vacciner, donc on pouvait très bien faire une campagne beaucoup plus large, il n'y avait aucun problème. Vous êtes dirigé par la peur aujourd'hui à Paris, Véronique Jeunesse, vous sentez ça, vous ? Oui, je sens ça. Moi, j'ai pas peur. Parce que je suis pas quelqu'un qui on peut insuffler la peur, parce que je lis assez de choses, des revues médicales, et parce que je suis mariée avec un médecin et que je pose beaucoup de questions, donc je ne suis pas du tout gérée par la peur. Mais oui, vraiment, je trouve qu'on est gouverné par la peur, alors qu'en fait, on devrait être gouverné par l'espoir. Hein. Mais
L'action est le suivant. Moi, je suis pas du tout anti-vaccin, moi, et je trouve même que en étudiant bien ce vaccin à ARN messager, moi, je trouve que c'est même une belle avancée, une très belle avancée scientifique. Simplement, j'estime que les gens ont le droit de vouloir prendre du recul par rapport à leurs décisions. Donc, voilà, moi je fais partie de ces gens qui disent je ne fais pas partie des personnes à risque, donc je vais faire attention, je vais observer, je reste observateur. Voilà. Bon, c'est aussi un choix. Vous avez le droit. Parce que je ne suis pas du tout contre ce vaccin et j'espère qu'il va tenir ses promesses. Vous avez le droit. Alors, on va rappeler maintenant, Noémie Aliwa, quand même, qu'il y a eu des annonces. Demain, on me dirait le vaccin empêche toute contamination et empêche de choper la maladie, ce qui n'est pour l'instant pas le cas, de contaminer les autres. Ça empêche de non, pas du tout. Vous demandez en gros un vaccin efficace à 100%. On va rappeler les formes. On va rappeler Noémie Aliwa maintenant tout de même parce que c'est important. Il y a eu ce soir des annonces. Pardonnez-moi, Véronique Jeunesse. Je voudrais faire rappeler quand même, pardonnez maintenant, les annonces, on parle tous en même temps ce soir. Par Jean Castex, il y a un petit peu plus d'une heure maintenant pour les prochaines semaines. C'est bien dit. Joli. Noémie. Oui, donc pas de reconfinement général au programme en France, mais une prolongation des mesures qui ont déjà été prises, notamment le fameux couvre-feu. Ce soir, le Premier ministre, il a fait un certain nombre d'annonces montrant que les rouvertures ne sont pas au programme. Les restaurants, les salles de sport et les bars resteront fermés jusqu'à mi-février au minimum. De même pour les activités dans les lieux fermés, comme les salles de sport, les salles de spectacle, les cinémas et les musées, ils garderont aussi porte close au moins jusqu'à la fin du mois. Le couvre-feu à 20h, il sera maintenu au moins jusqu'à fin janvier et celui de 18h pourrait être étendu à d'autres départements. Les écoles, quant à elles, resteront ouvertes. Le Premier ministre exclut leur fermeture, sauf en cas de situation sanitaire gravissime, car il juge les conséquences d'une telle décision dramatique. Si on veut trouver un brin d'espoir, un brin d'optimisme, il concerne la vaccination qui progresse. Les plus de 75 ans pourront désormais se faire vacciner d'ici une dizaine de jours. De même, les personnes handicapées qui sont hébergées dans des établissements spécialisés. Selon le Premier ministre, la France serait en capacité de vacciner jusqu'à 1 million de personnes, soit le même nombre de personnes que les voisins européens. Et pour inciter à la vaccination, les leaders d'opinion prennent le relais. Les GGMO veulent savoir. Et c'est le professeur René Friedman qui est en direct avec nous ce soir. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Dans un instant, je vous demanderai également de commenter les annonces de ce soir. Mais d'abord, un geste fort, puisque hier, devant les caméras, vous avez choisi, en compagnie d'autres médecins, d'autres personnalités, notamment Michel Simès, de vous faire vacciner. Est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui pour emmener la France dans le train des vaccinations? De vous demander à vous de montrer l'exemple. Écoutez, moi je l'ai fait avec beaucoup de plaisir parce que j'ai vécu des pertes d'amis autour de moi. J'ai vécu en tant que médecin aussi des gens qui sont survécus mais qui ont gardé des séquelles extrêmement importantes dont on ne parle pas suffisamment parce que le Covid c'est pas si simple que ça. Et donc pour une fois qu'on a la chance d'avoir en prévision une protection, qui est la vaccination, je crois qu'il faut y aller, il faut montrer et s'appuyer sur ce côté positif des gens qui veulent se faire vacciner. Alors le débat, si vous voulez, qui était en partie dans votre émission avant, et qu'on voit ici et là, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est premièrement de pouvoir reprendre une vie normale, d'abord dans mon métier, de voir des patientes, puisque je continue à exercer, d'avoir dans ma vie familiale la possibilité de voir mes petits-enfants et ceux que j'aime, et d'autre part, de m'assurer que j'ai peu de chance, très peu de chance, d'après les dernières informations, j'ai très peu de chance de communiquer un risque à tous ceux qui m'entourent. Pardonnez-moi, mais le problème justement, c'est qu'il y a un grand nombre de Français, Véronique Jeunesse le disait juste avant, ne sont pas convaincus qu'ils pourront reprendre une vie normale simplement parce qu'ils se vaccinent. C'est cette défiance-là aujourd'hui qui pose problème. Et alors ? Qu'est-ce que je vous dise? Ils ne sont pas convaincus, mais moi je sais peut-être un peu plus en lisant les données scientifiques qu'on a pour l'instant depuis hier, avec une publication anglaise, la possibilité de savoir qu'on peut être porteur de virus, mais très atténué en cas de vaccination. Donc on diminue complètement
les risques de transformation d'une maladie grave, de transférer une maladie grave. Donc ça, c'est déjà établi. Alors à partir de là, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez quoi? Jouer à quoi? À prendre des risques pour les autres? Je veux dire, c'est pas dans notre tradition en plus, franchement. Et est-ce que vous trouvez que le gouvernement a eu tort de ne pas montrer l'exemple? Véronique Jeunesse, vous donnerez la parole juste après. Mais d'abord, le fait que le gouvernement ne donne pas l'exemple. Oui, je voudrais... Le gouvernement va donner l'exemple, mais si le gouvernement avait donné l'exemple, on aurait trouvé autre chose pour les critiquer. On essaye d'avoir, si vous voulez, quelques personnes, quelques personnalités. Moi, ce matin, j'étais à l'hôpital et j'avais une infirmière qui me disait moi, je ne croyais pas que ce serait intéressant pour les autres de voir effectivement quelques personnalités, comme on dit, se faire vacciner. Et ce matin, j'étais à l'hôpital et une infirmière me disait mes parents qui étaient douteux, tout ça, finalement, ça les entraîne. Et ça va les entraîner. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines. Vous verrez que déjà, ça se bouscule. Le nombre de gens qui veulent se faire vacciner, qui ne trouvent pas de lieu pour le faire, parce qu'on a pris un peu de retard, mais ça va venir. Et vous verrez que ceux qui sont à mi-chemin, au milieu du gué, ils y viendront. Véronique Jeunesse. Pour des raisons de protection personnelle et de protection des autres. Non, je disais on ne peut pas que malheureusement... Quel est le risque? Mais quel est le risque? Voulez-vous me dire? Se faire piquer dans le bras? Non. Alors, on a une chance de pouvoir être efficace. Véronique Jeunesse, vous qui n'êtes pas convaincue. Non, je disais, c'est compliqué, mais je suis très convaincue. Je dis simplement, pour moi, c'est une question de communication. C'est-à-dire que j'écoute, ce qu'on me dit, et quand on me dit que malgré le vaccin, je serai obligée de continuer à porter un masque et à faire des gestes barrières parce que le vaccin n'assure pas une non-transmission et ni même, et ça, excusez-moi, mais c'est les parutions qui le disent, c'est pas les parutions dans France Soir, c'est des parutions médicales qui disent que le vaccin n'empêchera pas donc d'attraper des formes légères, voire modérées de la maladie, et donc de transmettre le virus. Je veux dire, ça n'encourage pas les gens à se faire vacciner. On se dit, mais pourquoi alors se faire vacciner si c'est pour garder la même vie de merde? Professeur René Friedman, c'est pas du tout ce que vous venez de dire, mais c'est pas grave dans ce débat, c'est que... Est-ce que je peux répondre à Mme Jeunesse? Le problème dans ce débat, c'est que on confond les faits et les opinions. C'est qu'on dit un fait et une opinion. René Friedman et après Laurent Geoffrin. René Friedman. Il y a eu des études qui démontrent que le vaccin est efficace. C'est efficace contre les formes graves. À partir du moment où on démontre que c'est efficace et que ça n'est pas dangereux, ça devient non pas une opinion, une croyance, mais un fait. Est-ce qu'on peut laisser parler le professeur Friedman? Je vous en prie. Et il faut se rendre aux faits. Autrement, il n'y a plus de débat possible. Oui, apparemment. Allez-y, je vous en prie. Merci. Ce que je voulais vous dire, vous savez pourquoi on va continuer à porter un masque et pourquoi on va faire les gestes barrières? Parce que justement, il y a des positions comme Mme Jeunesse qui retardent les choses. Si mais on non, fait, on est mais c'est parce que dit, mais non, mais c'est parce que nous dit le gouvernement. Le gouvernement nous dit que même si on est vacciné, on doit continuer à avoir les gestes barrières. Ça n'a rien à voir avec des gens comme moi. Mais arrêtez. Bien sûr que si, le temps que tout le monde soit vacciné, vous retardez par votre position et celle qui sont les vôtres, vous retardez la vaccination de tout le monde. Et donc vous faites tout pour que les choses continuent et qu'on mette les masques et qu'on mette tout ce qu'on... Parce qu'il va falloir... Mais moi, on me dit que ça protège tout le monde, je le fais. Mais il y a une bonne chance pour que ça protège. Non, pour l'instant, on n'a aucune certitude. Il ne faut pas dire des trucs qu'on dit. Une bonne chance. Professeur Friedman, est-ce que vous trouvez que le gouvernement, je sais que vous avez soutenu Macron pendant sa campagne, mais là maintenant, on les sent justement aller au ralenti, justement, parce qu'il y a des positions comme celle de Véronique Jeunesse, au lieu d'être force de proposition et aller de l'avant rapidement. Vous le soutenez toujours, Macron, dans ce contexte-là? Et dans les mesures, encore celles qui ont été annoncées aujourd'hui? Écoutez, franchement, je crois que ce n'est pas le sujet, là. Je vous pose la question. Oui, je vous dis que c'est pas le sujet, parce que le sujet pour l'instant, c'est parce que il y a un ensemble par exemple dans le domaine de la santé, on peut en parler d'ailleurs une autre fois, on aura peut-être un rendez-vous. Oui, mais par rapport à ce qui a été décidé par exemple en Israël. Écoutez, en Israël, moi je vois peut-être il y a un espoir, après avoir entendu le discours de Netanyahou pour la vaccination, ce qui est une bonne chose, mais enfin il y a quand même un reconfinement qui est dû à une mauvaise éducation de la façon, peut-être il y a trop de cas comme Mme Jeunesse, pour parler clair, parce que les gens n'ont pas suivi justement les règles, le confinement. Donc il faut qu'on aborde la question... de communication et vous me parlez comme si...
C'est une débile. C'est de penser aux autres. Écoutez, je vous laisse le Non, je ne crois pas. Ce n'est pas du tout l'intention du professeur Friedman. Mais vous décrivez aussi, Véronique Jeunesse, vous représentez en tout cas ce que pense une partie de la population. Quelqu'un veut réagir ici à Tel Aviv? Moi, je dis la chose suivante. Si j'avais eu le choix entre le vaccin et un risque zéro d'être malade ou de transmettre, je me serais posé des questions peut-être sur le vaccin. Mais si j'ai le choix entre le vaccin ou bien ne pas être à la prochaine Coupe du Monde, j'ai choisi de me faire vacciner. Voilà, pour pouvoir prolonger ma vie. Le message Donc est je conseille à tout le monde de se vacciner. Merci beaucoup, professeur Friedman, d'avoir accepté de répondre ce soir à nos questions dans ces grandes gueules Moyen-Orient. La preuve, en tout cas, que votre démarche hier a été utile. Je ne sais pas si ça a convaincu Véronique Jeunesse, mais ça a peut-être convaincu une partie des gens qui nous regardaient ce soir. Merci à tous d'avoir participé à nos grandes gueules. En première partie d'émission, on a parlé de cette situation aux États-Unis, cette question, est-ce que ça peut faire tache d'huile sur les démocraties occidentales? On vous a demandé de participer à notre question sur la page Twitter d'i24 News, et autant dire que le résultat et la réponse est assez mitigé. Comme quoi, ça pourra nous laisser pensifs pour les prochaines semaines et pour les prochaines émissions, puisque à la question, est-ce que de tels événements, ce qui s'est passé hier au Capitole, peuvent se dérouler en France après l'élection présidentielle de 2022, ou autour de l'élection présidentielle 2022, eh bien vous êtes 54% à penser à bien ne pas craindre de tels débordements et 46% à le craindre. C'est presque la moitié. Oui, presque la moitié. C'est presque la moitié. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la défiance progressive des populations envers les élites, qui est assez dangereuse à mon avis. Merci à tous d'avoir participé à ces grandes gueules Moyen-Orient. Merci Noémie Aliwa, merci Shraga Bloom, Aymer Badran, merci également Véronique Jeunesse, Laurent Geoffrin, avec aujourd'hui un délai dans le son, mais on vous promet, lundi soir, ça marchera beaucoup mieux. À toutes et à tous, très très belle soirée. Dans un instant, Orient avec Cyril Amar. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve lundi soir à 20h pour les grandes gueules. Bonne soirée à tous.